Événement ce soir dans le quotidien, Steven Spielberg est notre invité. C'est tout simplement le plus grand entertainer du cinéma mondial, le réalisateur de E.T., Indiana Jones, Jurassic Park, Les Dents de la Mer. Il vient nous parler de Pentagon Papers avec Tom Hanks et Meryl Streep. L'histoire d'un moment clé de l'histoire américaine. Beaucoup de Steven Spielberg dans le quotidien ce soir. Je vous dis Steven Spielberg. E.T. téléphone maison. Jurassic Park. La liste de Schindler. Le grand bleu, non? Aussi dans le quotidien, hier, on recevait Catherine Millet, l'une des rédactrices de la Tribune du Monde, défendant la liberté d'importuner. Pour lui répondre ce soir, la militante féministe Caroline de Haas. Elle est l'invitée de notre 360 du jour. C'est un monsieur extraordinaire. Un grand metteur en scène. Génie. Le patron du cinéma. Please welcome Mr. Steven Spielberg. Bonsoir, nous sommes le vendredi 12 janvier 2017. Je suis sur un vélo des années 80. J'ai une corbeille sur l'avant de mon vélo, j'ai un extraterrestre ici dans ma corbeille et je vole. Alors dit comme ça, c'est sûr que vous ne me croyez pas, mais je vous jure que c'est vrai. Aujourd'hui dans le quotidien, nous recevons celui qui a fait pleurer le monde entier en renvoyant ce petit bonhomme ici dans les étoiles. Steven Spielberg est ici tout à l'heure. Allez hop, tu sais quoi? Je vais te montrer la tour Eiffel. Viens. Hop, allez hop, allez hop, allez hop. On va voir la tour Eiffel. Allez, on va voir la tour Eiffel, petit bonhomme. Bienvenue dans le quotidien. Mais avant de parler des Pentagon Papers, l'égalité homme-femme est au cœur de la polémique de la semaine. Les femmes, le harcèlement, la guerre des tribunes dans les journaux d'ailleurs. Par quoi passe l'égalité homme-femme? On a posé la question à vous qui étiez hier dans le public. L'égalité homme-femme, ça passe par la représentation. Et aussi par le droit surtout. Égalité sociale, déjà. Ça passe d'abord par le respect l'un de l'autre. Finalement, on est tous pareils, qu'on soit femme ou homme en fait. Pour moi, c'est une évidence en fait, l'égalité homme-femme. Par l'éducation. Du coup, par un changement des mentalités, de comment on voit la femme dans la société. Alors pour moi, ça passe fondamentalement par un changement des mentalités et de la vision historique homme-femme qu'on a jusque-là. Ça passerait aussi par un changement, je pense, juridique, socio-économique et refaire toute la société quand même. Enfin, pas la refaire, mais... Dans l'égalité au niveau du travail et surtout des droits que la femme par rapport à l'homme n'a pas. Par le salaire, ça passe par la compétence. Il ne faut pas regarder homme ou femme, il faut regarder ce qu'on est prêt à fournir comme travail en fait. Dans la pub, dans le cinéma, on voit toujours cette différence entre l'homme et la femme. L'égalité homme-femme, ça peut passer par oublier que les gens sont systématiquement genrés et peut-être penser comme autre chose que par leur sexe. Débat autour de la tribune des 100 femmes, la suite avec Lilia. Salut Lilia, salut Valentine et salut Julien. C'est une femme que vous voyez beaucoup dans les médias ces dernières semaines. Elle est militante féministe et elle s'appelle Caroline de Haas. La voici. Bonsoir Caroline, bienvenue. Bonsoir Caroline de Haas, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Hier, Catherine Millet était notre invitée. Ce matin, elle était l'invitée d'Ali Badou sur France Inter. Vous avez tweeté ceci. France Inter invite une femme faisant l'apologie du viol et des agressions sexuelles. Les dégâts vont être considérables. Les rédactions sont irresponsables. Appelez-vous au boycott des femmes qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est pas pareil d'avoir un débat politique sur un sujet et de publier un texte qui va avoir des conséquences sociales dans le réel. Le texte qui a été publié par Catherine Deneuve, Catherine Millet et d'autres, il va avoir des conséquences pour les femmes victimes de violences. Et quand Catherine Millet, elle prend la parole et qu'elle dit « je regrette de ne pas avoir été violée », en fait, ça a des conséquences directes sur l'ensemble de la société, sur les agresseurs qui disent « Donc il ne faut pas la recevoir pour l'écouter ? Je pense que, en tout cas, c'est important de mettre la contradiction en face, d'organiser des débats contradictoires et de ne pas penser que c'est 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre, comme si c'était à égalité. De faire une apologie du viol, parce qu'en fait, c'est ce qu'elle a fait, et d'un autre côté, de défendre l'égalité entre les femmes et les hommes. Si les infos sont bonnes, vous deviez être face à elle ce matin sur France Inter, vous avez été décommandé, c'est ça? C'est ça, et puis ils ont choisi de recevoir qu'une des deux.
Valentine, hier, donc, on a reçu Catherine Millet. Donc on l'a reçue, nous aussi, et parce qu'elle a signé cette tribune du Monde qui a déclenché la polémique. Une autre parole se libère, un contre-pied au mouvement Balance ton port, dont elle pointe les dérives. Ça a ouvert les vannes à une vague, alors là, moi, c'est ce qui m'a personnellement très choquée, à une vague de dénonciation publique, avec comme seul tribunal, non pas le tribunal de la loi tel que la société l'a mis en place, mais le tribunal public. Un mouvement qui, selon elle, enferme les femmes. Ce qu'on a entendu tout le temps, là, pendant des semaines, c'est victime, 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 victime. Et moi, je suis contre le fait qu'on enferme les femmes dans la victimisation. Non, les femmes ne sont pas forcément les proies, elles peuvent se défendre, elles ont les moyens aujourd'hui de se défendre. Pour elle, les féministes de 2018 expriment la haine de l'homme parce que... Elles exagèrent ce qu'elles appellent le harcèlement sexuel. Et sur les frotteurs du métro, un délit, elle dit ça. Et les frotteurs du métro, c'est du harcèlement ? Non, pour moi, c'est pas du harcèlement. Moi, pour ces hommes-là, j'ai une certaine compassion. Je pense qu'ils sont peut-être, pour certains d'entre eux en tout cas, dans une misère sexuelle, malheureusement, et que, ils en sont réduits à ça. J'imagine que vous avez écouté Catherine Millet hier, ici, et puis sur France Inter ce matin. Elle dit des choses ambiguës et des choses qui dérangent. C'est le moins qu'on puisse dire, mais à quel moment elle fait l'apologie du viol et des agressions ? Catherine Millet, d'ailleurs je crois qu'elle l'a redit ce matin sur France Inter, elle explique qu'elle regrette de ne pas avoir été violée. Moi j'appelle ça faire l'apologie du viol. En fait, quand vous expliquez, quand vous banalisez une violence, elle a en même temps un peu raison, parce qu'elle dit que c'est pas un délit, le frotteur dans le métro. Elle a raison, c'est pas un délit, elle dit que c'est pas du harcèlement. Elle dit que c'est pas du harcèlement. C'est pas du harcèlement, c'est une agression sexuelle. Donc c'est beaucoup plus grave, c'est 5 ans de prison. Et quand vous banalisez les violences, le message que vous envoyez aux femmes victimes ou à toute la société, aux agresseurs également, c'est qu'au final, c'est pas si grave. Moi, mon travail, c'est notamment de former des professionnels qui accueillent des femmes victimes, qui détectent les violences, notamment conjugales, et qui accompagnent les femmes. La première ça, c'est votre job. Ça fait partie de mon job. Mais dans ce que dit Catherine Millet, la première chose à laquelle on se heurte au quotidien, la première chose, c'est que les femmes, elles vont banaliser les violences. Et la deuxième chose, c'est qu'elles vont se sentir coupables. Et la tribune de Catherine Millet et de Catherine Deneuve, elle fait ça. Elle remet 10 balles dans la machine de la culpabilisation des femmes et de la banalisation des violences. Et donc c'est dangereux. C'est pas juste que je suis pas d'accord, c'est que c'est dangereux, ça a des conséquences sur la société. Et justement que d'autres femmes aient un autre point de vue, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le débat ? Ou alors il faut être tous d'accord. Non, moi j'ai pas... Est-ce que tout est acheté dans ce qu'elle dit ? En tout cas, moi je suis d'accord avec rien de ce qu'elles disent. Rien du tout. Quand elles disent par exemple que le mot victime est un problème, je vois pas pourquoi le mot victime sera un problème. Moi j'ai été violée il y a une quinzaine d'années, je suis victime de viol, c'est pas le seul élément qui me définit dans ma personnalité, dans ce que je suis. Il y a aussi mon travail, mes convictions, mes engagements. Et donc le fait de me qualifier de victime, quand on parle des victimes d'un attentat, quand on parle des victimes d'un vol, quand on parle des victimes je sais pas moi, des gens qui se font taper, on les réduit pas forcément à ce terme de victime. Simplement, on qualifie un fait. Voilà, un fait. On a été victime d'un viol. Et ou d'une agression ou du harcèlement. Ce qui m'a beaucoup heurté dans cette tribune, c'est qu'elle passe beaucoup de temps à s'occuper de la responsabilité des femmes. Comme si les femmes étaient responsables des violences qu'elles subissaient. Dans 100%, moi, des formations que j'anime ou des conversations que j'ai avec des femmes victimes, 100%, je suis obligée de répéter 3, 4, 5 fois dans la conversation, tu n'y es pour rien. C'est lui le coupable. Tu as bien fait de me parler, je te crois. Tu n'y es pour rien, tu n'y es pour rien. Une femme n'est jamais responsable des violences qu'elle subit. Et dans la tribune qu'elles ont écrite, on a le sentiment que quand même les femmes pourraient faire autrement. Et que si elles faisaient autrement, donc si elles se débrouillaient autrement, il y aurait moins de violence. C'est un sentiment parce que il y a d'autres personnes... Tout le monde ne pense pas comme tout le monde ne perçoit pas cette tribune comme ça. Sophie de Menton, qui est signataire de la tribune, a pris la parole sur une radio et a dit que quand même il y a des fois où en fonction, les femmes s'habillaient de manière provocante et qu'il ne fallait pas ensuite s'étonner d'être victime de violences. Moi j'appelle ça faire porter la culpabilité sur les femmes. Si vous voulez, il y a des femmes qui ont signé cette tribune qui sont moins médiatiques ou connues que Sophie de Menton, moins clivantes, si je puis dire, qui ont signé cette tribune parce qu'elles se disent que, comme le dit Catherine Millet, probablement maladroitement, que d'un viol on peut s'en sortir et on peut revendiquer qu'on s'en sort et qu'un homme ne nous détruit pas. Est-ce que ça, vous le percevez entre les lignes ou pas ? Je trouve ça assez étonnant qu'on s'intéresse à un délit ou à un crime, parce que le viol est un crime, c'est 15 ans de prison, jusqu'à 15 ans de prison. Et elles le disent ça en première ligne. Oui, bien sûr. Mais je trouve ça assez intéressant qu'on s'intéresse à qualifier un fait, un délit ou un crime en fonction du traumatisme subi.
Donc moi, je vais venir là, je vais vous balancer de l'eau à la figure, et puis vous n'avez pas été traumatisé, vous avez trouvé ça marrant, etc. Donc c'est pas un problème. Je vais vous piquer, je sais pas, moi votre pull là il est sympa, je vais vous le piquer. C'est un vol, vous n'allez pas être traumatisé parce qu'en fait vous aviez envie de vous en débarrasser, donc c'est pas un vol. En fait, ce qui caractérise un délit ou un crime, c'est l'acte, c'est le fait, c'est pas le traumatisme ou pas. Bon, ça c'est la première chose. Les femmes, il y en a certaines qui sont traumatisées, d'autres qui sont pas traumatisées. C'est leur problème. Ça ne change rien au fait que le viol est un crime et que les violences sont des délits. Et elles défendent pas le viol, hein. Jamais. Oui, bien sûr. Heureusement quand même, ça serait interdit. Hein. D'accord. D'accord. Oui. Mais on a le sentiment c'est ce que vous dites. Non, elle le banalise. Elle banalise les violences. Quand Catherine Millet, encore une fois, elle dit j'aimerais être violée. Mais excusez-moi, c'est pour dire qu'on peut s'en sortir. Elle a verbalisé cette phrase exactement. Je regrette vraiment de ne pas avoir été violée. Mais moi, pour montrer qu'on s'en sort, Caroline Dehaas. On échange sans aucun problème. Oui, Caroline Dehaas. Mais il n'y a pas besoin d'être violée pour montrer qu'on s'en sort. Enfin, c'est quand même incroyable cette histoire. Vous vous rendez compte pour les femmes victimes ce que ça envoie comme message? C'est j'aimerais bien vivre ce que tu as vécu. Mais c'est violent. Enfin, moi je l'ai pris vraiment violemment, quoi. Ce que vous refusez, c'est la gradation. Drague lourde, harcèlement, agression, viol. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée de la limite. En fait, c'est ça. La gradation, c'est le degré, la limite. Des cases. Voilà. Il y aurait, en fait, d'abord la drague, puis la drague lourde, puis d'un coup, sans faire exprès, on passerait dans du harcèlement. Comme si c'était une question de degré. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est une question de nature. Si, par exemple, je commence... Yann... Vous ne voyez pas bien, mais Yann est en train de me lancer des coups d'œil un peu sympas. Donc je commence à... Voilà, bon. Après, je vais prendre votre 06. Bon, soit vous êtes d'accord, vous allez me dire, OK, on se boit un verre ou je ne sais quoi, et ce qui se passe entre nous ne regarde que nous, parce que voilà, nous sommes des adultes consentants et respectueux. Soit vous allez être très mal à l'aise, vous figez. La probabilité que je vois que vous n'avez pas du tout envie de faire un truc avec moi est égale à 100%. C'est-à-dire je vais me rendre compte tout de suite, d'accord? Donc là, j'ai essayé de vous draguer, ça a raté, je me suis pris un vent à râteau. Bon, voilà, je passe à autre chose, d'accord? Parce qu'on est dans une relation où je respecte votre consentement et je suis à l'écoute de ce que vous dites. Et vous pouvez aussi insister parce que... si j'insiste, qu'est-ce que ça fait de moi? Ça fait de moi quelqu'un qui va vous mettre mal à l'aise, quelqu'un qui ne va pas respecter votre consentement, qui ne va pas respecter votre parole ou votre silence. D'accord? Qui ne va pas respecter ça. Et je suis plus dans une relation de respect. Je suis plus dans une relation de respect. Je suis dans un autre type de relation, qui est une relation de violence. Voilà. Et donc, et ça, ce qui est très intéressant. Il vous faut mon autorisation pour me draguer. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que quand vous parlez à quelqu'un et que vous vous mettez mal à l'aise, vous vous en rendez pas compte très rapidement? Ça peut arriver de se planter, mais c'est pas vrai. Parce que la réalité, c'est que à peu près, allez. Je laisse une marge d'erreur. 99% des femmes se rendent compte très bien quand elles n'ont pas envie. Et je trouve ça très étrange qu'une partie de la population ne se rende pas compte immédiatement. Donc soit ça veut dire que les femmes ont un truc spécial dans leur cerveau qui fait qu'elles, tout de suite, elles se rendent compte qu'en fait, c'est pas de la drague respectueuse, mais que c'est quelqu'un qui essaye d'atteindre à leur dignité, à leur intégrité, qui les considère comme un objet plus que comme un sujet libre, déterminé, debout. Elles le sentent quasiment tout de suite. L'immense majorité des femmes vous le diront, on le sent tout de suite. Mais il y a certains hommes qui ne le sentiraient pas. En fait, moi, j'y crois pas. Je pense qu'on a le même cerveau et qu'on est capable de sentir très vite les choses. Et que quand on vous dit « Oh, mais oui, mais j'ai pas fait exprès, etc. » En fait, mon œil, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez que des femmes issues de la génération 68 aient peur d'une société puritaine à l'américaine? Est-ce que c'est pas un peu ça le risque? Alors, moi, j'en ai très peur. Alors, pas d'une société à l'américaine, c'est totalement caricatural. Hein. Le truc de Castaner, genre, on va, comme aux États-Unis, plus pouvoir prendre l'ascenseur. Enfin, vous appelez n'importe qui aux États-Unis, ils vous disent qu'il y a encore des hommes et des femmes qui prennent des ascenseurs ensemble aux États-Unis. C'est un peu cliché, mais en tout cas, une société puritaine. Les ministres, c'est un peu embêtant quand même d'aller déverser des clichés à la télévision, mais bon, passons. Donc, une société puritaine. On est d'accord pour dire que la société américaine est puritaine. Pas en tout cas, beaucoup plus. Par exemple, vous savez, il y a un chiffre qui est assez intéressant. Je crois que j'avais vu sur les chiffres de plaintes pour violence. En France, il y a à peu près 10% des femmes qui portent plainte pour violence. Je crois qu'aux États-Unis, c'est plus de 30%. Donc il y a une parole qui est beaucoup plus entendue, en fait, là-bas. Donc vous voyez, il y a aussi des côtés positifs, entre guillemets, aux États-Unis. Moi, la société puritaine tout court, il n'y a pas besoin de mettre américaine ou quoi que ce soit. Elle me fait peur. Moi, j'ai pas envie d'une société puritaine. Mais ce que je réponds à Catherine Deneuve, à Catherine Millet et aux autres, c'est que le seul moyen que les femmes, toutes les femmes, aient une liberté sexuelle, qu'elles choisissent librement si elles ont envie de baiser ou pas, avec qui, comment, quand, c'est d'en finir avec les violences. C'est tout. La seule solution pour qu'on soit pleinement libre de notre corps, qu'on puisse faire ce qu'on veut, avec qui on veut, le nombre de gens qu'on veut, dans la position qu'on veut, c'est que les violences s'arrêtent. Je pense qu'elles sont d'accord, mais est-ce qu'on peut prendre un exemple concret pour expliquer le malaise exprimé par certaines femmes et certains hommes? Prenons un exemple, un exemple people, celui de James Franco. Willy Papa en a parlé hier.
dans le petit cul. Et il se pointe au Golden Globe dimanche soir avec son pins Time's Up. Dans la foulée, plusieurs femmes le traitent d'hypocrite sur Twitter. D'autres parlent d'agression sexuelle. Mais pour l'instant, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Certaines femmes persistent et signent, d'autres ont retiré leur tweet. Ni vous ni moi ne savons ce qui s'est réellement passé. Aucun juge ne s'est prononcé. Aucune plainte n'a été déposée. En attendant, James Franco est grillé. Est-ce qu'on s'en fout de ça? On parle de James Franco, mais ça peut être quelqu'un d'autre, un Français, n'importe quoi. On s'en fout que ce soit James Franco, mais c'est l'exemple. C'est quand même assez intéressant quand on parle des violences. Non, moi je m'en fous pas et je pense que tout type de fausses histoires ou de fake news, parce que c'est le sujet un peu d'actualité, est un problème. Il y en a dans tous les faits sociaux, même sur les trucs extrêmement graves. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour une victime du Bataclan. C'était une fausse victime du Bataclan. Donc ça arrive dans toutes les histoires. On sait, en matière de violence sexuelle, la part des fausses informations. C'est à peu près 2%. Ça veut dire que 98% des informations que les femmes donnent sur des violences qu'elles ont subies sont vraies. Ce qui m'interpelle beaucoup dans le débat depuis maintenant 3 mois, c'est qu'on se concentre beaucoup, et Emmanuel Macron aussi, dans son discours le 25 novembre, a parlé 3 fois de risque de délation, comme si c'était le problème principal. C'est un problème, il faut le traiter. Il faut que les gens qui font des dénonciations calomnieuses... Ça fait flipper tout le monde. Ça fait flipper pas que sur les violences sexuelles, ça fait flipper surtout. Quelqu'un qui vous... Là, en l'occurrence, on parle de ça. Oui, mais ce que je veux dire, ça fait flipper surtout. Et ce que je trouve intéressant, c'est que sur d'autres thématiques, on va beaucoup moins en parler. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas des 98% de paroles qui sont des paroles réelles, de femmes qui ont vécu des violences. Et puis, par rapport à James Franco... on en parle, Caroline Dehaene. On en parle depuis des mois. Oui, c'est bien, mais encore pas assez. Parce que, d'ailleurs, il y a encore beaucoup trop de violences en France, et que pour que les violences disparaissent, il faut qu'on continue à en parler énormément. Par rapport à James Franco, ce qui est très intéressant, c'est que ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Denis Baupin. Vous vous rappelez de Denis Baupin? Denis Baupin, il a été mis en cause par 14 femmes pour agression sexuelle. On rappelle qui c'est? Voilà, c'était un ancien député, anciennement écolo. Et il a été mis en cause par 14 femmes qui ont parlé dans les médias pour agression sexuelle, harcèlement sexuel. Vous savez ce qui a déclenché l'affaire? C'est que Denis Baupin, il a posé avec du rouge à lèvres pour dire qu'il était opposé aux violences contre les femmes. Et à ce moment-là, il y a des victimes qui ont pété un plomb et qui ont dit « mais ça ne va pas être possible ». Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans beaucoup de cas de violence, pareil, quand on travaille sur le sujet, qu'on accompagne les professionnels, on leur donne des trucs pour détecter les violences. Et ça marche pour toutes celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Il y a des centaines de milliers, plus de centaines de milliers de personnes qui nous regardent. Chaque personne qui nous regarde ou qui nous entend aujourd'hui a dans sa famille, dans son entourage proche, une femme qui a été ou qui est victime de violence. Et en fait, ils ont le pouvoir d'arrêter ça. Comment? En le détectant. Et on le retrouve, on retrouve ce qu'on voit chez James Franco, on le retrouve dans toutes les histoires. Ce qui se passe avec James Franco, c'est la dernière étape. La différence juste entre James Franco et Denis Baupin, c'est que Baupin s'est allé en justice, James Franco, c'est sur les réseaux sociaux. Et que Denis Baupin, il y a eu une enquête de journalistes fouillés, circonstanciés, que le nom est sorti après une enquête. Vous voyez ce que je veux dire? Journalistique au moins. Oui, mais donc c'est différent de... Oui, James bien sûr. Franco, c'est sorti sur les réseaux sociaux. C'est différent. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé au moment où l'enquête est sortie. Comment a réagi, par exemple, l'actuel président de l'Assemblée nationale, François de Rugy? Il a traité les femmes de menteuses. Il a traité les femmes de menteuses. Il a dit cet homme va être traîné dans la boue. Ouais. Donc ces réactions, cette crainte, on la retrouve à chaque fois même quand les faits sont vérifiés. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on retrouve dans ces histoires-là, en fait, quand vous prenez toutes les histoires de violence, vous prenez 10 000 histoires de violence, vous retrouvez des permanences. Vous savez, c'est un peu comme sur le deuil. Chacun vit des deuils très différents, d'accord? Quand vous perdez un proche, un ami, une rupture, vous avez une grave maladie, vous savez, vous traversez les 5 étapes du deuil. Eh ben, on a fait la même étude, on a fait le même travail sociologique sur les violences. Et on s'est rendu compte que sur les violences, d'une histoire à l'autre, il y avait des permanences. Chaque histoire est différente, avec des niveaux de gravité différents, mais on retrouve systématiquement les mêmes choses. L'isolement, les femmes vont petit à petit couper les ponts. La deuxième chose qu'on retrouve, c'est la dévalorisation. Les femmes vont avoir tendance à se dévaloriser parce que l'agresseur, par exemple leur conjoint, passe leur temps à leur dire « Non mais franchement, tu fais de la cuisine comme de la merde, si j'avais su que j'avais épousé une coiffeuse, franchement, etc. » Donc elle va dévaloriser leur métier, leurs compétences. Troisième élément, c'est inverser la culpabilité. Et une femme qui vous dit « Oui, c'est vrai, il n'est pas très sympa, mais c'est aussi parce que c'est ma faute. » Bon, bah là, il y a un warning qui s'allume. C'est pas normal qu'elle se sente coupable d'une violence qu'elle subit. Le quatrième élément, c'est la menace et la peur. Et le cinquième élément qui est très intéressant, c'est que l'agresseur va de manière quasi systématique organiser et assurer son impunité en se faisant passer pour parfois un militant féministe, quelqu'un d'engagé sur les violences. Et quand vous avez dans votre famille ces warnings-là qui s'allument, isolement, dévalorisation, il y a une alerte et ça vaut le coup de lui poser la question à la personne. Et je voulais évoquer un dernier point avec vous. Est-ce qu'il y a éventuellement un risque de censure ou d'autocensure dans la culture? Le Carmen Bizet, censure à Florence par exemple.
La censure, aujourd'hui, elle est du côté des femmes victimes de violences. Mais sur la culture, vous êtes pour ou contre qu'on change la fin d'une œuvre, pour ou contre qu'on empêche... C'est pas de la censure, ça. C'est de la créativité. C'est de la création. Je veux dire, on a de tout temps, on a interrogé les œuvres, changé les œuvres. Ça s'appelle de la création artistique. On n'est pas en train de dire qu'il faut que Carmen, la fin de Carmen, change de manière systématique dans tous les manuels scolaires. Il y a un artiste qui a dit, je vais essayer de faire les choses autrement. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand un artiste essaie de faire des choses autrement sur plein d'autres thématiques, on trouve ça hyper moderne. Mais alors, quand c'est sur les droits des femmes, tout de suite, alors là, attention, c'est très dangereux. Je veux dire, laissons les artistes créer, imaginer des trucs. C'est aussi comme ça que la société, elle avance. C'est parce qu'il y a des gens qui imaginent des trucs qui peuvent nous paraître un peu... ouais, c'est bizarre, là, ce qu'il est en train de faire. Mais bon, ça se trouve, dans 10 ans ou dans 20 ans, on se rendra compte que c'était juste un mec en avance sur son temps. Merci Caroline Dehaas. Merci à vous. D'être venue sur le plateau de Quotidien. Steven Spielberg est à suivre à tout de suite. Je veux bien lancer la public. Tout de suite, coupé. Oui. Bonsoir, Amy. À tout casser. Événement ce soir dans le Quotidien, Steven Spielberg est notre invité. C'est tout simplement le plus grand cinéaste du cinéma mondial, le réalisateur de E.T., de Indiana Jones, de Jurassic Park, des Dents de la Mer. Il vient nous parler de Pentagon Papers avec Tom Hanks et Meryl Streep, l'histoire d'un moment clé de l'histoire américaine. Beaucoup de Steven Spielberg dans le Quotidien ce soir. Si je vous dis Steven Spielberg. E.T. téléphone maison. Maison. Jurassic Park. La liste de Schindler. Le grand bleu, non? Please welcome Mr. Steven. Nous sommes vendredi 12 janvier 2018, bienvenue dans le Quotidien. Oh, il y a E.T. dans la lune qui passe. Merci de regarder le Quotidien. Paul et Martin nous ont rejoints et E.T. aussi nous a rejoints. T'as vu Martin, il est presque aussi grand que toi. Une excellente balle. Bravo. Venant d'un mec qui fait 2 mètres. Ouais. Hop, pareil. Il est un peu notre idole de la semaine, Ryan Nezar, le porte-parole du parti présidentiel En Marche, le plus rapide que l'éclair. Il a tenu 4 jours. Nommé jour 1, jour 2, BuzzFeed retrouve des anciens tweets à lui où il écrit Poufias. Fiotte. Poufias, va te niquer ta mère. Hashtag petite pute. Jour 3, il a retrouvé et effacé ses tweets où il écrivait Poufias. Fiotte. Poufias, va te niquer ta mère. Hashtag petite pute. Voilà, et donc jour 4, il démissionne. Et ce matin, on était ravis de voir notre idole s'expliquer chez Jean-Jacques Bourdin. Oh là là, il l'a fait. Ryan Nezar, bonjour. Bonjour. Sale pute. Forcément. Alors ce matin, à 7h40 du matin, ça piquait un peu les oreilles. Vous avez traité une journaliste de poufias. Dans d'autres tweets, vous avez traité des adversaires politiques de putes. Notre idole. Bon alors le truc c'est que les excuses auraient dû être j'ai été con et vulgaire, passons à autre chose, sauf que manifestement c'est impossible à dire. Donc vous avez été nommé et tout à coup vous avez découvert que ces tweets ressurgissaient. Oui, mais j'ai été aussi choqué que vous. Oh mon Dieu, mais quelle horreur, mais qui a écrit ça? Ah oui, c'est moi, pardon. Autre justification. Ça veut dire surtout que j'ai été un garçon impulsif, passionné de politique, qui n'avait jamais fait de plan de carrière. Et c'est bien connu, tous les passionnés et impulsifs traitent tout le monde de poufias sur les réseaux sociaux. Autre justification intéressante, sa génération de millénials. Nous sommes une génération qui a grandi en même temps que les réseaux sociaux. Et donc peut-être qu'à un moment donné, il faut ouvrir cette réflexion collective sur l'empreinte numérique. Oui, ou ouvrir aussi une réflexion un peu plus personnelle, non? Moi, je veux que les jeunes qui nous écoutent ou qui nous suivent se disent « Toute cette histoire doit servir de leçon, mais elle ne doit pas servir de repoussoir. » Et je leur dis « Engagez-vous en politique. » Merci à vous. Poufias. Notre idole. Le Front National va-t-il changer de nom? C'est un débat qui n'en finit pas. Ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, ils s'engueulent. Bref, Paul, on en est où? Ils changent ou pas? Écoute, ça avance très lentement en fait depuis sa défaite à la présidentielle. Marine Le Pen a tout simplement disparu des radars. Il n'y a rien qui va. Sa nièce, Marion Maréchal Le Pen, elle est partie. Son bras droit, Florian Philippot, il est parti. Et surtout, elle a du mal à imposer ce projet.
Je veux tout changer, j'ai envie de vous dire. Le nom aussi du Le nom aussi, je crois qu'il est le temps, en tout cas, de poser la question aux adhérents. Est-ce que la marque Front National est usée? Moi, je pense que oui. Voilà, moi, je pense que oui. La nouvelle organisation portera un nouveau nom. Ça, c'était l'an dernier. Dimanche, elle est encore revenue dessus. Le changement de nom n'est pas décidé. S'il doit l'être, ce sera au Congrès. Mais nous devons l'envisager, en discuter entre nous, avec le seul critère qui vaille, c'est-à-dire l'efficacité. Alors le FN va tenir son grand congrès, donc ce sera au mois de mars, ce sera à Lille, et d'ici là, les militants seront à nouveau consultés sur ce nom, et on connaît au moins une question qui va leur être proposée. Pour vous, donc militants Front National, le nouveau nom du FN doit-il être plutôt ludique, plutôt sympa ou plutôt sérieux? En tout cas, c'est une vraie question, il va falloir répondre. Ludique, ou sérieux, ou sympa. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que Marine Le Pen, elle veut changer de nom, c'est comme ça, elle en a envie, et puis elle sait, ce qui est bien, c'est qu'elle a beaucoup de soutien. Moi, je pense qu'il faut changer de nom. Ah bah dommage, puisque le député Gilbert Collard vient de changer d'avis. Je pensais que changer de nom favoriserait le processus de dédiabolisation. Et puis je me rends compte que de toute manière, quel que soit notre nom, même si on s'appelait l'abbé des anges, on nous stigmatiserait. Ouais, et puis comme tu le sais, Yann, beaucoup de militants écoutent encore son père, le fondateur du parti, Jean-Marie Le Pen, et ce matin, ce midi sur Facebook, il en a encore remis une couche. Pourquoi, selon vous, Marine Le Pen s'acharne-t-elle à vouloir supprimer le nom même du Front National? C'est une question que je me pose. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'était probablement pathologique, maladif. Comme je l'ai dit, je pense que l'abandon du nom du Front National serait une trahison à l'égard des militants. Voilà, Ils ont manifestement oublié de payer le chauffage. Parce qu'il fait froid. Un truc, ouais. Et on arrive là au second problème, changer ok, mais pour quel nom? Le FN a déposé, on sait, une quinzaine d'idées. Et tu te souviens, Yann, que Marine Le Pen nous a lancé un défi dans son interview au Parisien. J'ai quelques idées de noms qui me plaisent, je ne vous les dirai pas. J'ai bien pris soin de faire déposer les noms par des gens tellement anonymes que vous ne les trouverez jamais. Alors on a continué à scanner le moteur de recherche de l'Institut National de la Propriété Industrielle et on a trouvé 3 nouveaux noms. On y va dans l'ordre. La France qui sème, voilà. Ouais. Bon, ludique. On a vérifié, en fait, c'est du jardinage, ça ne marche pas. On continue, on a cru trouver Marine Power, déposée le 28 décembre. En fait, c'est une marque polonaise de nourriture de poisson rouge. Ouais. Mais je crois quand même qu'on chauffe, Yann. Wesh France. C'est pas mal, non, comme nouveau du FN. Oui, c'est bien. Merci, Paul. Depuis le début de la semaine, des manifestations secouent la Tunisie. Pour le 3e jour d'affilée, des affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre dans plusieurs villes de Tunisie. En Tunisie, la rue continue de gronder. La police a affronté les jeunes manifestants et procédé à des arrestations. Martin, il se passe quoi en Tunisie? En gros, depuis lundi, il y a eu plusieurs rassemblements dans tout le pays, des rassemblements qui ont parfois dégénéré d'ailleurs une fois la nuit tombée. Voilà, un jet de pierre et de cocktail Molotov d'un côté, tir de gaz lacrymogène de l'autre. Mardi, un homme a trouvé la mort à Tebourba, une ville située à 1 heure de Tunis. Derrière ces manifestations, une nouvelle hausse de la TVA dans un pays où le coût de la vie a déjà énormément augmenté ces dernières années. Résultat, depuis 7 ans, les Tunisiens manifestent chaque année, en janvier, date anniversaire du début du printemps arabe en 2011. Les jeunes Tunisiens ont aujourd'hui en gros l'impression que rien n'a changé. Il y a 2 ans, on s'était déjà rendu sur place pour rencontrer des manifestants écœurés par leurs conditions de vie et l'impossibilité de trouver du boulot. Moi j'ai 26 ans, tout ce que je veux c'est travailler. Regarde tous ces gens-là autour de toi, ils sont tous chômeurs. Qu'on fasse des études ou qu'on n'en fasse pas, c'est pareil pour tout le monde, on est tous chômeurs. Vous avez l'impression qu'en 5 ans, rien n'a changé ici ? Non, rien n'a changé. Nous sommes descendus dans la rue en 2011, exactement pour les mêmes raisons qui nous font ressortir aujourd'hui. On ne peut pas vivre si on ne peut pas travailler. Ce qui change avec cette nouvelle vague de manifestations, c'est la répression menée par le gouvernement tunisien. Depuis une semaine, presque 800 personnes ont déjà été arrêtées. Tout à l'heure, un nouveau rassemblement a eu lieu à Tunis. On en a profité pour poser quelques questions à Enda Chenaoui, qui fait partie du mouvement Qu'est-ce qu'on attend ? Elle nous a résumé le ras-le-bol qui s'exprime en ce moment là-bas. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour dire qu'il faut arrêter avec en fait cette classe politique qui a prouvé son échec total au niveau politique, qui n'arrive pas à imposer des réformes économiques réelles et qui impose aujourd'hui des mesures très sévères sur le pouvoir d'achat de Tunisiens sans prendre en considération les années de patience qu'on a passées et tous les sacrifices qu'a fait le peuple tunisien. Voilà, on continuera évidemment à suivre la situation. Merci Martin.
Ah, mais il est bientôt 20h, donc le 20h Média, c'est maintenant. 20h Média, 20h Média. Julien, la story média du jour, c'est un énorme coup d'édition. Ouais, pour ce livre sulfureux sur les coulisses de Donald Trump. On a depuis une plombe à la Maison Blanche. Martin l'a ramené. En France, il n'y a que Martin qui l'a, en fait, parce qu'il n'est disponible dans aucune librairie. Mais il est tellement... seul en France, ça. Ouais, c'est le seul en France. Bah, attends, mais il est tellement... si, on affirme. C'est le seul en France. On l'affirme. En tout cas, si on a d'autres... Non, c'est pas... Mais il est tellement explosif qu'on parle chez nous comme si on pouvait l'acheter. Regardez. La publication aux États-Unis d'un livre explosif. Qui s'annonce hautement polémique. Un livre choc. Un livre événement. On parle bien sûr d'un livre explosif. Explosif, le qualifiant de fou et de stupide. C'est un coup de tonnerre, Donald Trump est furieux. Un livre qui, à peine sorti, est en tête des ventes. Et voilà la version française, même titre, même photo, sortie le 22 février. Il va sortir. Ouais, il va sortir le 22 février. Et c'est la maison d'édition Robert Laffont qui a décroché les droits exclusifs pour la France. C'est un énorme coup, tout le monde le voulait, parce qu'aux États-Unis, il est déjà en rupture de stock, écoulé à plus d'1 million d'exemplaires. Pas mal la traduction du titre, non? T'en penses quoi? C'est pas mal. Ouais. C'est assez le fidèle, feu et la fureur pour Fire and Fury. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Alors comment Robert Laffont a coiffé au poteau ses concurrents? Bah, écoute, c'est grâce à elle, Dorothée Cuneo, directrice du pôle non-fiction chez Robert Laffont. Elle a réussi un coup de maître. Alors je vais t'expliquer, quand tu veux acheter les droits d'un livre à l'étranger, il y a deux options. La première, ce sont les enchères, le jeu de la best offer. Il y a plusieurs tours. Les maisons d'édition se battent à coups de milliers d'euros. C'est le plus offrant qui l'emporte. Donc ça, c'est l'option classique. Option 2, préempter le livre pour se débarrasser tout de suite des concurrents. Une maison d'édition fait une offre cash, souvent élevée, et à prix fixe pour être sûr d'emporter le deal. C'est l'option la plus risquée, mais c'est celle choisie par Robert Laffont, avec un chèque de 100 000 euros selon les Échos, un chiffre qu'on peut confirmer aujourd'hui selon plusieurs sources. Et ce qui a mis la puce à l'oreille de Dorothée Cuneo, c'est qu'en début janvier, Trump tente de faire interdire le livre. Elle demande à le lire, mais il y a un embargo, c'est impossible de l'obtenir. Elle reçoit les épreuves le 5 janvier à 9h, quelques heures avant sa parution, elle le lit en 3 heures, elle adore et fait une offre à midi. L'agent de l'auteur dit OK à 13h et le deal est signé pour Robert Laffont. Ça semble rien du tout, 100 000 euros pour les droits de... 100 000 euros pour un livre étranger en France, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et il sera tiré à combien? Alors, il sera tiré entre 80 000 et 100 000 exemplaires grâce aux précommandes des librairies. Ce sera probablement un best-seller politique, hein, c'est à partir de 50 000 exemplaires. Et polémique. Et polémique. Deux autres livres américains sont super attendus en France. Les biographies de Barack et Michelle Obama. Aux États-Unis, la maison d'édition a payé 60 millions de dollars pour les obtenir. En France, c'est Fayard qui a décroché les droits grâce cette fois au système d'enchères. Mais le prix payé, pour le coup, est top secret. Livia, on va recevoir Steven Spielberg dans quelques minutes et son film parle de la liberté de la presse. Bah oui, et la star de son film, c'est le Washington Post. Et aujourd'hui, c'est justement le Washington Post qui est à l'origine de la révélation dont tout le monde parle. We're following the breaking news on the president's bombshell remark. The quotes were first reported late this afternoon by Josh Dawsey of the Washington Post. Washington Post reports that the president... Why do we want these people from, quote, all these shithole countries here? Shithole countries, shithole countries. Shithole countries. Mr. Trump was referring to African nations and Haiti. Trump qui insulte les pays africains et Haïti de pays de merde, indignation sur les chaînes de télé américaines. The President of the United States is racist. This is so abnormal. This is a freak show. Donald Trump disgraced the country. On the anniversary of the earthquake, on this day when this president has said what he has said about Haitians, we hope the people in Haiti who are listening tonight that our thoughts are with them and that our love is with them as well. Et puis il y a Chris Cuomo sur CNN. The president is just showing you who he is. This is who he is, okay? We sum it up in a word, okay? There it is. Shithole, 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 shithole. Et grâce à lui, le hashtag Shithole President, président de merde, est devenu viral sur Twitter. Mais cette semaine, le Washington Post a aussi révélé une autre affaire plus amusante. Mercredi, conférence de presse conjointe de Donald Trump et de la première ministre norvégienne. In November, we started delivering the first F-52s and F-35 fighter jets. And they've delivered a number of them already, a little ahead of schedule. It's a $10 billion order.
Voilà, Trump qui se vante d'avoir vendu des avions de chasse F-52 pour un montant de 10 milliards de dollars. Effectivement, c'est un joli coup, mais on a peur que les Norvégiens se soient un peu fait arnaquer. In November, we started delivering the first F-52s. Car les fameux F-52, les voici en images. Voilà, ce sont des avions qui n'existent que dans le jeu de vidéo Call of Duty. Il me fatigue. Et ça fait que un an. Bientôt le week-end. Barbara et Monique sont membres du collectif des 100 femmes qui ont signé la tribune dans Le Monde pour la liberté d'importuner. Éric et Quentin les ont rencontrés. Nous défendons une liberté d'importuner. Oh, regarde ça, bonjour vous. J'aime bien. Eh ben alors, on apporte une palée de demoiselles. On vient se faire bousculer, nous, hein. Ça a de beaux cheveux, ça. Écoutez, moi j'aime bien qu'on m'importune, tant que c'est fait avec élégance. Ça quoi, mesdames? Eh bien, je prendrais bien un beau petit serveur. Moi, Sex on the Beach. C'est sûr qu'il y a des endroits où j'aime plus me faire importuner que d'autres. Si vous voyez ce que... Oh. Quel étage, madame? Celui que tu veux, mon grand. Il a quel âge? Bah ça va, le puritanisme, on va où là maintenant? Si le féminisme c'est haïr les hommes et la sexualité, très peu pour nous. Et regarde Monique, ça c'est le nouveau truc pour se faire importuner. Tinder. Oh, c'est pas très élégant, j'aime pas... Ah par contre j'aime bien Rodrigo. Ah oui, tiens, je lui envoie un smiley aubergine, clac. Ah bah lui il peut m'importuner lui. Ce dynamite chaouche, ça match. Oh, il est mignon. Ça c'est une montante, vous voyez, ça c'est un homme qui osait importuner à l'époque. Hein, c'est pas comme les petits falots de Pierre Néné qui laissent leur couille à la maison, qui osent buter personne. Ah c'est sûr. Doucement Monique, doucement. Ah bah, moi je suis désolé, j'aime qu'on me brotte le mille. J'aime les hommes qui vont... Certains hommes ont été accusés alors que leur seul tort est d'avoir touché un genou, tenté de voler un baiser ou parler de choses intimes lors d'un dîner professionnel. Alors ça va. Tu sais, c'est pas parce qu'on est collègues que tu peux pas m'effleurer le genou avec ta main. Hein. Nous, en tant que femmes, on dit oui à la drague insistante, oui, bah oui. Bonjour mesdames, vous auriez 2 minutes pour Action contre la femme? Ah oui, pour vous, on a bien plus que 2 minutes, jeune homme. Dis donc, quel dragueur, importunez-moi, je vous en prie. Alors, vous faites quoi après ça? À quel âge ça? Bah restez, faut pas avoir peur. Enfin, importunez-nous. Ben quoi, on va pas tomber non plus dans la haine des hommes. Mais attention, on a aussi nos limites. Mais qu'est-ce qu'il touche les têtes là? Moi je te l'ai dit. Malade, oui. Pas d'agression sexuelle. Tiens. La drague maladroite, oui. Les agressions sexuelles, non, t'as compris? Allez, va-t'en. Allez, ça file là. Il s'est même pas importuné maintenant. On revient tous les 1, 2, 3, 4, 5, on revient tous les 7. Et avec Steven Spielberg aussi, à tout de suite. Tu me montres ta maison, E.T.? Oh, publicité, abruti. Ah oui. Merci, E.T. Événement ce soir dans le quotidien, Steven Spielberg est notre invité. C'est tout simplement le plus grand cinéaste du cinéma mondial, le réalisateur de E.T., de Indiana Jones, de Jurassic Park, des Dents de la Mer. Il vient nous parler d'autre chose. Il vient nous parler de Pentagon Papers avec Tom Hanks et Meryl Streep. L'histoire d'un moment clé de l'histoire américaine. Beaucoup de Steven Spielberg dans le quotidien ce soir. Si je vous dis Steven Spielberg. E.T. téléphone maison. Maison. Ou Jurassic Park. La liste de Schindler. Le grand bleu, non? Please welcome Mr. Steven Spielberg. Nous sommes vendredi 12 janvier 2017. Merci de regarder le quotidien. Toute l'équipe est là. Et Steven Spielberg vient d'arriver. Il est passé là comme ça. Il est dans les loges. Il boit un thé et il nous rejoint dans 5 minutes. Laurent Macabiès regarde pour vous toutes les matinales radio. Voici le Morning Glory de ce vendredi 12 janvier 2018. Hier soir à Paris, 5 hommes cagoulés et armés ont attaqué un célèbre palace parisien, le Ritz. Ils étaient armés de... Le Ritz. Il est 7h30. Il est 7h30. Il est 7h30. Notre invité ce matin. Mais en même temps... Essaye. Ça suffit. Qui y avait-il chez Rutel Krief hier? Bonsoir Philippe de Villiers. Merci d'être venu. Ah oui, alors oui, j'ai oublié de vous prévenir que vous risquez de trouver 2 ou 3 références sur notre invité de tout à l'heure.
Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils votre sont parti. sur les réseaux sociaux. Allez, on arrête, on est lourd, on arrête. Nous avons apporté d'ailleurs. On arrête. On est trop lourd. Les candidatures pour obtenir la présidence du PS commencent à arriver. L'élection, c'est en mars prochain. Et parmi les candidats... Olivier Faure, il est candidat pour devenir premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est Olivier Faure, le président du groupe PS à l'Assemblée, qui est candidat à la présidence du PS. Et nous découvrons donc Olivier Faure, qui se présente et axe manifestement sa campagne pour la tête du PS sur l'humour et la joie de vivre. Pourquoi vous vous lancez au poste de premier secrétaire ? Tout simplement parce que j'y crois. Humour, joie de vivre et, j'allais oublier, dynamisme. Vous allez voir, ça bouge beaucoup. Et depuis ce matin, depuis hier soir, depuis que j'ai déclaré cette candidature, je vois que les lignes sont en train de progressivement se déplacer. On est d'accord que quand il y a le mot « Dream Team » dans une phrase, ça doit nous faire un peu rêver, non ? Nous allons créer une équipe qui soit une Dream Team. Alors le mieux est quand même le visage de Ruth Elkrieff qui s'affaisse à chaque seconde. Tout se passe à 19h37. Elle sourit à 19h37, puis à 19h37 et 30 secondes, elle comprend qu'elle va passer 1 heure avec lui. J'ai déclaré cette candidature, je vois que les lignes sont en train de... Ah oui, d'accord, ok. Et à 19h38, on pense qu'elle va se pendre. Et si on met côte à côte son visage, on voit l'évolution des secondes, qui tout au long de l'émission. Une des stars de En Marche, Brune Poirson, a pris une belle résolution. Surtout, ne pas prendre de risques. Écoutez, c'est fascinant. Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot. Bonjour. Bonjour. Quand est-ce qu'on aura le prix du diesel égal le prix de l'essence ? À terme, c'est ce qu'on vit. Je peux pas vous dire exactement. Je peux pas vous dire exactement. Est-ce que c'est lié au réchauffement climatique, oui ou non ? Il n'y a pas de réponse comme ça, je ne peux pas vous dire oui ou non. C'est qui le patron d'ailleurs ? C'est Édouard Philippe ou c'est Emmanuel Macron ? Ce sont les deux. C'est quoi d'ailleurs la solution la plus écolo entre les deux ? Les deux ont des... Les deux ont des... On n'est pas beaucoup avancé si vous me répondez ça. Votre conviction à vous ? Il faut le faire ou pas, c'est à l'aéroport ? Vous savez, je crois que pendant trop longtemps, chacun a mis son grain de sel, a donné sa petite opinion. Moi, j'en ai une. Je la garde pour les discussions à huis clos. Merci beaucoup, Brune Poirson. C'est sa résolution. Qui vient tout à l'heure, j'ai oublié. Alors, j'ai jamais dit que c'était réussi. J'ai dit qu'il y aurait des références à notre invité de tout à l'heure, parfois un peu tiré par les cheveux, mais promis, on arrête, c'est lourd. Bienvenue à Jurassic Park. On passait parce qu'on devait passer. Ça n'a pas de chien méchant. Est-ce que avancé la caresse En avion. Il se déplace en troupeau. Bonjour, 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 bonjour. Comment avez-vous fait? Qu'y avait-il au Talk Le Figaro pendant les vacances? C'est avec Nadine Morano, l'eurodéputé, les Républicains, que nous sommes ce matin dans le studio. Nadine Morano, à qui Yves Tréhard a tenté d'avoir une explication. Il vient quasi s'excuser des propos qui sont tenus par ces Gérard Collomb. Donc il y a une incohérence gouvernementale. Et surtout, Monsieur Tréhard, regardez aussi la majorité parlementaire dont dispose le président de la République, qui est une majorité de gauche. Et vous verrez que ce texte... Alors je vous rassure, il va arriver à avoir son explication. Vous verrez que ce texte sera très difficile à faire passer. Comment vous expliquez que vous avez du mal à vous faire entendre et que lui, il a une popularité de président de la République qui est en flèche? Écoutez bien la réponse de Nadine Morano.
D'abord, invitez-nous un peu plus sur les plateaux et puis on verra si... Non, Quel mauvais procès. C'est vraiment très difficile aujourd'hui de pouvoir aller s'exprimer. Non, mais si, c'est une réalité. Vous avez entendu comme moi son explication, les Républicains ne sont pas assez invités sur les plateaux télé. Cette semaine sur RMC. Où est votre patron, Laurent Wauquiez? Vous avez des nouvelles? Évidemment, il travaille beaucoup. C'est ce qu'on dit en général quand on l'entend pas. Non, mais il faudrait être tout le temps sur les plateaux. Si vous saviez le nombre d'invitations qu'on a, et parce que maintenant, avec tous les chaînes d'infos en continu, on passerait notre vie... C'est un peu ambiance... rencontre du troisième type, la planète du je dis tout et son contraire, mais je m'en fous. D'abord, invitez-nous un peu plus sur les plateaux. Si vous saviez le nombre d'invitations qu'on a... Et c'est vraiment très difficile aujourd'hui de pouvoir aller s'exprimer. Avec tous les chaînes d'infos en continu, on passerait notre vie... Invitez-nous un peu plus sur les plateaux. Si vous saviez le nombre d'invitations qu'on a... Invitez-nous un peu plus sur les plateaux. Si vous saviez le nombre d'invitations qu'on a... Il est tout simplement l'un des plus grands cinéastes de la planète. Steven Spielberg, c'est 31 films en 40 années de carrière et forcément beaucoup de chiffres. 8 pour Super 8, la caméra 8 mm de son père avec laquelle il tourne son premier film. Un western de 4 minutes à l'âge de 12 ans. 68, un court-métrage lui ouvre les portes d'Hollywood où il signe un contrat de 7 ans avec Universal, où il réalise notamment le premier épisode de la série Columbo. 1975, Spielberg tourne Les Dents de la Mer en 155 jours. Le film engrange 470 millions de dollars de recettes. C'est le premier blockbuster de l'histoire. And that movie's release was well timed for maximum impact during the vacation season. 4, c'est le nombre d'Indiana Jones. 1,10 m, c'est la taille de E.T. l'extraterrestre. 5, c'est le nombre de films avec Tom Hanks et 944 millions de dollars. C'est ce qu'a rapporté Jurassic Park, sorti en 93. Bienvenue à Jurassic Park. Steven Spielberg a reçu plus de 200 prix dans le monde, 3 Oscars, 3 Golden Globes et 1 César d'honneur, c'était en 95. That's overwhelming. Je sais pas quoi dire. Alors, on choisit quelle musique pour accueillir Steven Spielberg? Ça, peut-être? Non, ou alors celle-ci? 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 Non, finalement, on a choisi celle de son dernier film, Pentagon Papers, pour sa seule télé en France. Voici Steven Spielberg. Je m'installe en France. Voilà, bienvenue dans un pays qui vous adore et que vous adorez. Moi j'adore la France, j'adore tout le monde dans ce studio en tout cas. Le lien avec la France, c'est quoi? C'est que le cinéma? Ça avait commencé par un lien effectivement cinématographique, mais ensuite c'est avec le peuple français. Et comment avec le peuple? C'est quoi la relation que vous avez avec les Français? Vous venez souvent à Paris, en France, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est? Nous venons souvent à Paris, dans le sud de la France, mais j'ai découvert la France à travers François Truffaut. François Truffaut qui était d'ailleurs dans mon film La rencontre du troisième type. Il était dedans, hein? Celui-là, oui. Et juste, je vous demande, le thé était bon? Oui, très bon. Ok, c'était juste pour être sûr. Alors vous êtes en France, vous êtes ici pour présenter ce film, pour présenter Pentagon Papers. C'est une ode au journalisme d'investigation, votre 5e film avec Tom Hanks, votre premier film avec Meryl Streep. Why?
Je ne sais pas comment ça s'est fait. Il se trouve que Meryl Streep, elle peut jouer tous les rôles possibles, elle peut jouer n'importe quel personnage, mais je ne la connaissais pas à l'époque. Je la connaissais pas à l'époque du Troisième Type ou Sauver le soldat Ryan, je ne sais pas quel rôle elle aurait pu jouer là-dedans. J'avais pas de rôle pour elle, mais quand le scénario est arrivé pour les Pentagon Papers, donc, là je me suis dit qu'elle serait parfaite pour le rôle de l'éditeur du journal, hein, Catherine Graham. Et là, c'était la première fois qu'on a travaillé ensemble. Parce que vous connaissez depuis longtemps. Je connais son travail, hein, Kramer contre Kramer, Deer Hunter, le choix de Sophie, le diable s'habille en Prada, tout ça. Bon, je connaissais. Elle est incontestablement la plus grande actrice des États-Unis, ça fait pas de doute. Alors Meryl Streep joue, vous venez de le dire, Catherine Graham, c'est la propriétaire du Washington Post, et Tom Hanks joue Ben Bradley, le rédacteur en chef du Washington Post. C'est au début des années 70, ils vont lutter contre le gouvernement fédéral et le président Nixon pour publier les Pentagon Papers. C'est un rapport ultra top secret qui révèle la responsabilité et les mensonges américains dans la guerre du Vietnam. On regarde la bande-annonce et on en parle. Voici Pentagon Papers, le nouvel film de Steven Spielberg. La bande-annonce. So, can I ask you a hypothetical question? Oh dear, I don't like hypothetical questions. Well, I don't think you're going to like a real one either. Do you have the papers? Not yet. This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war. The Times says 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years. The way they lied, those days have to be over. Okay, people are concerned about having a woman in charge of the paper. That she doesn't have the resolve to make the tough choices. Thank you, Arthur, for your frankness. Let's do our jobs. Find those pages. I'm talking about exposing years of government secrets. Is that legal? What is it you think we do here for a living, kid? Ben, I might have something. It must be precious cargo. It's just government secrets. The New York Times was barred from publishing any more classified documents dealing with the Vietnam War. If you publish, we'll be at the Supreme Court next week. Meaning? Well, we could all go to prison. To make this decision, to risk her fortune and the company that's been her entire life, well, I think that's brave. If the government wins, the Washington Post will cease to exist. If we don't hold them accountable, who will? Can't hold them accountable if they don't have a newspaper. Nixon will muster the full power of the presidency, and if there's a way to destroy you, by God, he'll find it. I'm asking your advice, Bob, not your permission. But you can't do this. The legacy of the company is at stake. What will happen if we don't publish? We will lose. The country will lose. What are you going to do, Mrs. Graham? Pentagon Papers sort le 24 janvier prochain. Alors on va d'abord parler de l'aspect historique des Pentagon Papers. Ensuite on verra pourquoi ce film est aussi contemporain alors que ça se passe dans les années 70. En France, on connaît le scandale du Watergate qu'on a vu dans le cinéma, notamment dans Les Zones du Président, avec Dustin Hoffman et Robert Redford. Et les Pentagon Papers, c'est l'autre grand scandale et c'est surtout l'autre grand scoop du Washington Post. Mais pourquoi on le connaît moins? Est-ce qu'aux États-Unis on le connaît moins que le Watergate? En tout cas ici on le connaît beaucoup moins. Moi je connaissais quasiment pas l'histoire. Alors, il faut voir que pour les Pentagon Papers, enfin, évidemment, chronologiquement, c'était avant Watergate, avant le scandale du Watergate. Mais enfin, on est mieux informé sur le Watergate parce que le Watergate a abouti, bien entendu, à la démission du président Nixon. Alors, les Pentagon Papers, par contre, c'était en quelque sorte la préface qui a permis, qui a donné au Washington Post la crédibilité d'aller poursuivre Nixon à travers Carl Bernstein et Bob Woodward qui ont mené cette enquête. Ce journalisme d'investigation. C'était une espèce de prequel, en quelque sorte, au film de les hommes du président. Et sans les Pentagon Papers, il n'y aurait pas eu le Watergate?
Alors, je ne sais pas, si, il y aurait eu le problème du Watergate, mais disons que le Washington Post n'aurait pas eu la crédibilité qu'il avait gagnée à travers les Pentagon Papers qu'il avait obtenus aussi avec les New York Times. Et c'est ça qui a donné à Ben Bradley et Katharine Graham le courage d'aller contre Nixon. Alors, tout commence avec cet homme, c'est en 1971. By the most famous whistleblower. I can no longer cooperate in concealing this information from the American public. Voici Daniel Ellsberg. C'est lui qui fournit les rapports top secrets du Pentagone sur la guerre du Vietnam, d'abord New York Times, puis au Washington Post. Le président Nixon tentera de faire interdire leur publication. Let me explain very carefully that the principle of confidentiality either exists or it doesn't exist. Et c'est cette femme, Katharine Graham, jouée dans le film par Meryl Streep, qui prendra la décision de publier les Pentagon Papers. But the editors said we have to maintain the momentum. The issue here was the government's ability to pry or restrain a print newspaper. And they felt so strongly about it that I came down on the side of the editors. À quoi ressemblerait la liberté de la presse aux États-Unis si Katharine Graham n'avait pas pris cette décision de publier les Pentagon Papers? Vous savez qu'il y a eu un vrai changement de paradigme grâce à Katharine Graham. D'abord, au départ, elle n'avait pas le courage de ses convictions. Elle vivait dans un monde entouré d'hommes en 1971. Elle se sentait diminuée par rapport à eux. Elle ne se sentait pas à sa place, même si c'était elle le boss en quelque sorte. Elle n'avait pas, le courage d'exprimer sa voix. Et le film justement parle de la façon dont elle a trouvé sa voix. En tant que femme aussi. Mais oui, en tant que femme. Une fois qu'elle a réussi à s'exprimer, à s'affirmer, cela a ouvert la voie, pas simplement pour cette affaire du Pentagone, Papers qui a fait du Washington Post un journal national et pas simplement local, mais c'était un tournant important pour les femmes du monde entier, en tout cas aux États-Unis, qui tout d'un coup avaient un modèle à suivre, Katharine Graham, parce qu'elle a donné à de nombreuses femmes la possibilité de s'exprimer. On voit que vous prenez un plaisir incroyable à filmer les salles de rédaction, les imprimeries, les réunions, le travail des journalistes, l'artisanat de l'impression. Est-ce que vous auriez aimé, vous, être journaliste? Vous savez, non, en fait pas. C'est trop dur. C'est beaucoup plus facile d'être cinéaste que journaliste. Non, parce que le journaliste, c'est probablement le job le plus dur du monde. Il y a peut-être une ressemblance entre les deux métiers du cinéma et du journalisme, c'est qu'on s'est toujours critiqué pour notre travail. Mais si nous croyons à la vérité des histoires que nous racontons, eh ben, on dort sur ses deux oreilles le soir. Dans le film, on entend cette phrase, je cite, « Un journal, c'est le premier brouillon de l'histoire ». C'est une bonne définition. C'est une excellente définition. Cette expression a été justement inventée par Phil, le mari de Katharine Graham. C'est lui qui a inventé cette expression. Et elle a beaucoup de sens parce qu'effectivement, l'histoire nous est d'abord racontée de façon à travers la presse, à travers les journaux, et deuxièmement la presse télévisuelle, et à travers l'école, les enseignants, tout ce qu'on apprend à l'école. Et d'une certaine façon, l'actualité, finalement, nous raconte l'histoire. Dans le film, ça fume beaucoup. Ça sent même la clope. Ça sent la clope dans les films, dans le bar, dans les bureaux. On dit beaucoup « holy shit » aussi tout le temps. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre « holy shit » et de voir de la clope. Ça change des films politiquement corrects. Et d'ailleurs, est-ce que Tom Hanks, il a fumé à peu près combien de paquets là, pendant le tournage? Tom, vous savez, il ne fume pas dans la vie, mais c'est un excellent acteur, donc il doit apprendre à faire certaines choses, comme fumer, justement. Non, je ne crois pas qu'il a jamais fumé de sa vie. Alors, s'il a avalé la fumée, mais pas de la fumée de tabac. C'est des cigarettes de cinéma. C'est une herbe qui ne contient ni nicotine, ni effet secondaire, et c'est un goût épouvantable. Dégueulasse. J'allais vous demander, mais pourquoi ils en vendent pas? Si vous êtes fumeur, il faut fumer ces cigarettes de cinéma. Je ne fumerai plus jamais. Movie cigarette. On va essayer. Alors, c'est un film qui se passe dans les années 70, mais surtout on a l'impression qu'il a été tourné dans les années 70. Les cadrages, un peu comme ça par en dessous, le grain de la pellicule, les couleurs aussi.
Et oui, moi j'étais déjà là dans les années 70, donc je me rappelle comment on faisait du cinéma à l'époque. Et c'est vrai qu'on avait une palette de couleurs qui n'était pas brillante. C'était Kaminski, donc mon directeur photo, qui ne voulait pas utiliser des images contemporaines. Enfin, il voulait remonter à l'époque des années 70. Par exemple, les néons dans les salles de rédaction, cette lumière un peu oppressante. Et la pellicule, c'est une vraie pellicule, 35 mm. Absolument. La pellicule, normalement, moi, je ne tourne pas sur des numériques. Je fais vraiment sur de la pellicule. Et tant que les pellicules existeront, je continuerai à faire mes films sur pellicule. Steven Spielberg est dans Quotidien tout de suite. Ce sont des dinosaures? Non, c'est la pub. Merci de regarder Quotidien. Steven Spielberg est sur le plateau. Pentagon Papers sort le 24 janvier. C'est avec Meryl Streep et Tom Hanks. Pourquoi c'est un film important dans le contexte actuel? Pourquoi c'est un film contemporain? Mais je vais vous dire, parce que en 1971, sous l'administration Nixon, le gouvernement a essayé de bloquer, de censurer la presse à travers les tribunaux, a essayé d'empêcher de faire entendre la vérité, parce que le président Nixon pensait que la vérité irait à son encontre à lui personnellement avec la publication des papers. Donc il a poursuivi en justice le New York Times et le Post, et c'était en fait le premier président qui a essayé d'empêcher un journal de sortir. La dernière fois que c'était produit, c'était pendant la guerre de sécession aux États-Unis, 100 ans plus tôt. Oui, 100 ans plus tôt. Et alors, lorsqu'on parle de la pertinence contemporaine, parce que c'était Nixon qui attaquait la presse essentiellement, ça nous paraît un peu familier avec ce que j'entends aujourd'hui, non? Enfin, ce que je vois dans mon pays en ce moment, non? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Le Washington Post appartient aujourd'hui à l'homme le plus riche de la planète, Jeff Bezos, le créateur d'Amazon. Est-ce que ça change quelque chose? Ce que ça change, c'est que, disons que ça donne au journal des années supplémentaires d'existence, puisque Jeff est vraiment très, très engagé à la poursuite du journal sous sa forme papier actuelle, mais également à la diffusion du Washington à travers les plateformes numériques. Donc, c'est vraiment, il a intégré complètement l'esprit du Washington Post et a donné l'assurance à ce journal de persister. Et d'ailleurs, c'est le Washington Post qui a sorti aujourd'hui ou hier ce qu'a dit Trump sur les pays, sur Haïti et les pays africains, shithole country. Oui, c'est juste. Et ceci a été révélé notamment par le Washington Post. Oui. Une réaction sur... J'adore l'Afrique, j'adore Haïti. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je peux vous dire? Sur le plan culturel, vous avez les régions du monde les plus intéressantes du monde, en fait. Et il faut quand même se rappeler que chacun d'entre nous, bien des aspects de l'évolution, tout remonte au continent africain. Il ne faut pas oublier ça. Et à titre personnel, vous allez, en tant qu'Américain, vous allez comment en ce moment? Écoutez, je suis quand même fier de mon pays. J'ai honte, disons, du gouvernement américain, de l'administration Trump, mais cela ne va jamais tuer mon amour, ma fierté de mon pays. On s'en remettra, on survivra et on rebondira. On dirait que vous parlez d'un attentat. Bon, c'est pas un attentat, mais il faut quand même dire que le pays a fait des grands pas en arrière. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas pouvoir rattraper, si vous voulez, ce retour en arrière et on va pouvoir redémarrer, j'en suis sûr. On sera à nouveau un pays qui aura beaucoup d'influence dans le monde. Nous sommes un grand pays. Barack Obama a été l'un de nos plus grands présidents, ça fait aucun doute, et on y reviendra à ces jours. Alors le film parle du premier amendement de la Constitution américaine et pour les Français, c'est parfois un mystère. Ce premier amendement, à la fois, il permet une liberté totale d'informer, mais aussi une liberté totale de dire tout et n'importe quoi, comme des propos racistes, antisémites. Comment expliquer le premier amendement à un jeune Français qui ne le piche pas?
Alors, le premier amendement permet à tous les Américains de s'exprimer, leur position, leurs opinions. Il y a la liberté de la presse. Il y a quand même des limites à la liberté d'expression, liberté de la presse. L'une de ces limites, justement, c'est qu'on ne peut pas aller dans un film, crier au feu s'il n'y a pas le feu dans la salle et créer une panique où il y a des tas de victimes. Dans la bousculade, il y a des amendements à cette Constitution, à la liberté de la presse notamment, et si vous prenez une mauvaise décision et que vous utilisez vos droits à mauvais escient, ça peut vous emmener en prison quand même. Le lanceur d'alerte des Pentagon Papers, c'est lui, on l'a vu tout à l'heure, c'est Daniel Ellsberg. Il est aujourd'hui considéré comme un héros par toute l'Amérique. 2 autres lanceurs d'alerte ont été considérés par certains comme des traîtres, Chelsea Manning et Edward Snowden par exemple. Est-ce qu'un jour ce seront des héros nationaux, eux? Vous savez, la raison pour laquelle Ellsberg est considéré comme un héros national aujourd'hui, c'est que Ellsberg a volé les Pentagon Papers de la société Rand et les a transmis au Post et au Times et à d'autres journaux, parce que ce qu'il essayait de faire, c'est de mettre fin au crime qu'était la guerre du Vietnam. Il voulait, en informant le peuple américain de la vérité, que la guerre du Vietnam était un mensonge qui durait depuis 30 ans, qui avait été perpétré par 4 présidents, Truman, Eisenhower, Kennedy et Johnson. En France, il y a un homme qui symbolise le journalisme d'investigation. Je vais vous le présenter. Il s'agit de lui, il s'agit de Edoui Plenel. Ici, il est très connu. Dans les années 80, il révèle l'affaire du Rainbow Warrior, un bateau de Greenpeace coulé par les services secrets français. Il sera d'ailleurs mis sur écoute à l'Élysée, par l'Élysée à l'époque. Aujourd'hui, il dirige un site qui s'appelle Mediapart, un site d'information qui a révolutionné le journalisme d'investigation en France, en enquêtant sur le financement, par exemple, des campagnes de Nicolas Sarkozy et en faisant tomber, par exemple, aussi un ministre comme Jérôme Cahuzac pour fraude fiscale. Edoui Plenel a vu votre film hier soir et il voulait vous dire ça. J'ai adoré Pentagon Papers. C'est un film qui nous rappelle que la liberté de la presse, le droit de savoir, c'est un combat et que nous, journalistes, on doit se battre pour imposer nos informations contre les pouvoirs. Pour un journaliste, pour un citoyen, quand on sort de ce film, on a la pêche. Si vous avez fait ce film aujourd'hui, est-ce que c'est parce que vous pensez que cette liberté fondamentale, ce droit de savoir, cette liberté de l'information dans nos démocraties est menacée? Et si votre réponse c'est oui, est-ce que vous pourriez nous dire par qui, par quoi elle est menacée? Merci, c'est un grand honneur d'accepter la question d'Edoui Plenel. Ce qui est menacé actuellement, c'est la liberté de la vérité, d'exprimer la vérité, parce que cette vérité est distillée, déformée par une campagne de confusion, de chaos, délibérément menée, et qui lance tellement de pistes disparates qu'il n'y a aucun moyen de déceler le vrai du faux. On ne peut pas suivre toutes les pistes qui sont lancées comme ça par le gouvernement, par l'administration, précisément pour distraire notre attention de la vérité, justement, de ce qui compte vraiment. Donc c'est la liberté de la vérité qui est en jeu. C'est très clair quand vous parlez. C'est très très clair. Vous utilisez des mots très clairs, les phrases sont claires. Je parle anglais, je comprends l'anglais, tout ça, mais des fois je comprends pas tout. Et en tout cas, je vous comprends très bien. Et quand vous parlez, là, c'est très très clair. Voilà, je voulais vous le dire parce que je comprends et c'est super clair. Voilà. Le dernier grand scoop d'investigation aux États-Unis, c'est celui de Ronan Farrow dans le New Yorker et de l'équipe du New York Times, et c'est au sujet du scandale Harvey Weinstein. Un jour, est-ce que quelqu'un fera un film sur ce scandale incroyable? Est-ce que ça pourrait être vous? Je suis peut-être la dernière personne à raconter le scandale d'Harvey Weinstein. Il y aura d'autres qui le feront mieux que moi. Mais quand même, cette affaire, toute l'horreur de cette histoire, parce que sévissait depuis des dizaines d'années, attention. Tout cela, à nouveau, a créé un véritable tournant. C'est vraiment pour les femmes. Elles se sentent en quelque sorte émancipées, une solidarité
solidarité qu'elle retrouve, non seulement de la part d'autres femmes, mais d'hommes qui sont là pour prendre la parole, qui parlent d'abus sexuels, d'agressions sexuelles au travail en particulier. Et là, toute cette actualité reçoit l'attention qu'elle mérite, c'est très important. Mais les femmes qui sont oubliées là-dedans, les femmes qui sont obligées, c'est les ouvrières à l'usine, dans les champs, celles qui travaillent dans les chambres d'hôtel, ou dans d'autres secteurs d'activité, parce qu'elles sont dans l'ombre, elles ne sont pas célèbres, elles ne sont pas connues. Donc il y a quand même un mouvement qui est là précisément pour mobiliser des fonds, pour donner à ces femmes-là, les oubliées de cette cause, une chance de se faire entendre. Et je peux vous demander pourquoi vous m'avez dit que vous étiez la dernière personne à pouvoir faire un film sur lui? Non, parce que je ne l'aime pas. Et vous avez besoin d'aimer pour faire un film sur quelqu'un? Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous aurez un parti pris. Vous n'allez pas, si vous faites un film politique, ce film ne sera pas, disons, équilibré, il ne sera pas juste, il ne sera pas équitable. Dans mon pays, disons, le mouvement politique consiste à parler. Il faut parler, mais il faut également écouter. Et si vous avez un parti pris sur quelqu'un, vous n'allez jamais écouter. Donc moi, je me retire de cette histoire. Dimanche soir, vous étiez en noir avec des femmes en noir. C'était la cérémonie des Golden Globes. Et il y a eu l'incroyable discours de votre amie Oprah Winfrey qui vous a remercié. Regardez. Quincy Jones, who saw me on that show and said to Steven Spielberg, yes, she is Sophia in The Color Purple. I'm especially proud and inspired by all the women who have felt strong enough and empowered enough to speak up and share their personal stories. So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon. Et le lendemain, Meryl Streep a dit ça. Did you have fun last night at the Golden Globes? Oh, yeah. Oprah launched her presidential campaign, I think. Et vous dites quoi? Look, I've known Oprah since I found her in Chicago doing a local talk show. Before she Chicago, elle faisait du stand-up avant d'être à la télé. C'est Quincy Jones qui me l'avait présenté. Enfin, je l'ai fait venir à Los Angeles. Je lui ai fait lire 3 scènes du livre de Alice Walker. Je lui ai dit, tu as le rôle. Elle a hurlé de joie, sauté là. Elle m'a cassé le vase qui était dans mon bureau. Bon, on se connaît depuis longtemps. Alors, ce qui est formidable sur Oprah Winfrey, c'est qu'elle fait de la télé depuis 35 ans. Elle a la confiance de toutes les femmes des États-Unis. Elle a jeté des ponts entre disons, les gens qui tenaient des positions différentes. Elle est en quelque sorte l'impératrice de l'empathie. Elle sait comment toucher les gens, comment les atteindre. Elle ferait une excellente présidente, effectivement. Et vous le souhaitez? Si on vous dit que... Mais elle n'a aucune expérience. Vous allez me dire, bah, l'autre non plus. Cette dernière administration a véritablement amené un changement de paradigme sur l'expérience. Oh tiens, un téléphone. Avouez que ce serait un véritable scénario si le téléphone se mettait à sonner alors qu'il n'est pas branché. Oh, je crois que c'est un message pour vous de Nathalie Baye. Coucou Steven, c'est Nathalie Baye. Je suis malheureusement pas à Paris, je suis en vacances en Thaïlande et je suis désolée de ne pas te voir. Mais je suis sûre que ton film va être un énorme succès parce que le public français t'adore. Et puis, reviens vite, j'ai envie de te voir, tu me manques. Et je t'embrasse très fort. Bye bye and have a good time. Merci Nathalie Baye. Merci. Vous avez compris, c'est enregistré. J'adore Nathalie Baye. Elle est formidable. On a travaillé ensemble sur Catch Me If You Can. Adorable. Au générique du film, on lit Woman with Package, Sacha Spielberg. La femme avec le paquet, Sacha Spielberg. Alors dans le film, voilà, c'est votre fille qui apporte le paquet des Pentagon Papers au Washington Post dans le film. C'est une hippie, elle est en hippie, elle est votre fille, donc on l'aperçoit souvent dans vos films, et surtout elle a un groupe de musique avec votre fils Théo Spielberg, ça s'appelle Wardell. On connaissait pas, c'est super. Est-ce qu'on peut regarder un extrait? Yeah, sure. Allez-y, bien sûr. Do you have an extract for Vous avez un extrait à nous montrer? Regardez.
Donc votre fils à la guitare et votre fille au chant. Vous savez, ici, il y a une scène ici. Hein. Oui, c'est Théo. Ça, c'est mon fils derrière elle. Et Sacha aussi. Et ils ont fait ce groupe, ils écrivent de la musique, ils la jouent, ils donnent des concerts, ils écrivent ensemble, et puis ils font de la musique, même indépendamment l'un de l'autre également. Vous savez qu'ici, il y a une scène. Hein. S'ils passent à Paris, ils peuvent faire un petit live ici sur la scène. Quand ils veulent. Vous leur direz. Avec plaisir, ce serait génial. Je vais leur dire de venir vous voir. J'aimerais avoir un conseil de Steven Spielberg. On m'envoie sur une île déserte, mais avec un lecteur DVD et un écran. Quel film vous me conseillez de prendre avec moi? Un film à regarder en boucle, le meilleur film du monde et de l'histoire à avoir avec soi. Un seul. Un seul film, pas mes films à moi, hein. N'importe quel film. Alors, le film qu'on peut revoir en boucle, un des films, c'est un vieux film, ancien, qui avait été fait dans les années 40, qui avait été tourné dans les années 40, en noir et blanc donc, avec Spencer Tracy et Katharine Hepburn. La côte d'Adam, Adam's Rib. Adam's Rib. Ok, ouais. Je le note. Okay. Vous pouvez le revoir en boucle, je le garantis. On garde celui-là. Je voulais vous montrer deux archives. La première en 78, après le carton des Dents de la Mer. I want you to meet a filmmaker now who has taken the movie-going public and shaken it to its very roots. I can't say, and everybody loves it. Please welcome Mr. Steven Spielberg. When did you first really get interested in movies? When I was a bad little kid. Really? About 13 years old. That was the whole thing. Very early starter, yeah. Not. I didn't take it seriously. I did it like some people paint, and some people like to, drive little cars, and I like to make little movies. I didn't realize there was 50 years of filmmaking before me, and I lived in Phoenix, Arizona, where you could listen to Cactus Crew if you have nothing better to do. And I took a movie camera, and I was learning sort of the ABCs as I went along. But it was just fun. It was something to do. Et la seconde archive, c'est en 82. Do you have any rules for filming action? No, there's no rules. There's a law of science. I don't believe there's a law of cinema. I think rules tend to stagger and topple people who really dream and are dreamers. I think it's. You think that's where it all comes out of? Movies are dreams. They really are. Les films sont des rêves. Est-ce que vous réalisez que vos films nourrissent les rêves et les cauchemars de la moitié de la planète? Ce soir, il y a sans doute plus d'1 milliard de personnes qui vont rêver d'un extraterrestre, d'un dinosaure, d'un aventurier avec un lasso, d'un requin dangereux, et tout ça à cause de vous. Être le premier fabricant de rêves dans le monde, on le vit comment? Vous savez, moi, je me suis jamais dit, dans toute ma carrière, déjà j'étais gamin avec une caméra Super 8, là, j'ai jamais imaginé que qui que ce soit regarderait mes films. Donc il faut se dire que après 50 ans de travail professionnel, au cinéma, d'abord à la télé, puis ensuite au cinéma, j'ai l'impression de vivre un rêve. Moi-même, d'être dans un rêve. J'y crois pas. J'ai du mal à croire que c'est vrai. Et donc, alors, je dis pas ça par fausse modestie. C'est simplement que tout ça me paraît incroyable. Là, je suis encore un gamin de Phoenix, Arizona. Je travaille avec tous mes amis, mes voisins, raconter des histoires. C'est ça ma vie. Alors je le fais maintenant avec Meryl Streep et Tom Hanks, c'est incroyable. Mais quand on leur parle, eux aussi c'est des gamins à leur façon. Hein, si vous connaissiez un peu mieux Tom et Meryl, c'est également deux gamins qui croient pas, c'est incroyable la chance qu'ils ont. Et donc là, vous, les gamins, vous rêvez de quoi? Là, en ce moment? De quoi je rêve en ce moment en tant que gamin? Je continue de rêver des histoires que j'ai pas encore racontées, des films que j'ai encore envie de faire. Mais bon, j'ai ma vie aussi et j'ai des rêves pour mes enfants qui sont maintenant trop grandis. J'ai 7 enfants et 4 petits-enfants. Et maintenant, je suis arrivé à un certain âge et je m'intéresse surtout, enfin disons que un petit peu plus à ma famille. Je passe plus de temps avec ma famille. J'ai Kate, une femme merveilleuse, ça fait 26 ans qu'on est ensemble. On se connaît depuis 1983, quand je l'avais dirigé dans justement le Indiana Jones, elle jouait Ridley Scott dans le Temple maudit. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce film, pour la rencontrer. Je voulais la rencontrer. Si je vous demande votre film préféré de Steven Spielberg,
Celui-ci, peut-être? J'ai pas un film favori. Tous sont mes enfants. Je préfère pas un enfant par rapport aux autres. Mais je pourrais répondre différemment. Je vous dirais ceci. J'étais célibataire, endurci, vraiment complètement accroché au travail, mais quand j'ai fait E.T., j'avais une trentaine d'années, je travaillais avec Robert, Henry Thomas, Drew Barrymore, c'était des enfants qui jouaient dans mon film, c'est la première fois que j'ai eu envie d'avoir une famille. Jusque-là, avant de faire E.T., j'avais pas envie d'avoir une famille, des enfants, donc ça m'a ouvert la porte à la paternité, littéralement, et m'a fait découvrir l'art d'être papa. Donc c'était le film le plus personnel que j'ai fait, E.T. J'ai une dernière question, certainement la plus sérieuse. Cette question, je vais vous la poser depuis que j'ai 8 ans. Steven Spielberg, pourquoi E.T. repart pour toujours? Good question. C'est une bonne question, mais elle est super sérieuse. So what? There it is right there. Voilà. You said she, you said she, interesting. Vous avez dit elle alors c'est parce que justement on pense que E.T. est un garçon, d'autres disent que c'est une fille, mais en fait E.T. c'est un légume, une plante. Ni garçon ni fille. C'est un peu comme un pissenlit dont les pétales s'envolent au vent. Et je crois que c'est une très belle histoire qui ne devrait pas avoir de suite, parce que je ne pourrais pas imaginer quelque chose de mieux que le film qu'on a fait en 1982. Et pourquoi il ne revient pas? Pourquoi il repart? Il aurait pu revenir, mais je crois que c'est un peu comme la princesse Clochette. Hein. Il faut taper dans les mains, répéter. Vous vous rappelez, dans Peter Pan? Donc je voudrais. Donc les enfants de 8 ans doivent faire ça, et puis ils vont rêver que E.T. redescend, c'est ça? Peut-être qu'il reviendra dans la réalité. Je voulais vous conseiller un livre sur vous. C'est le meilleur livre sur Steven Spielberg, vous le connaissez? C'est un livre écrit par une journaliste française, Masters of Cinema Steven Spielberg, aux éditions Cahiers du Cinéma, et c'est signé Clélia Cohen. On le conseille à tout le monde. Le voici, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est les Cahiers du Cinéma qui dit ça. Non, je le connaissais pas. Voilà. Thank you very much. Je vous en prie. L'actualité, ça fait du bruit, et le silence est parfois important pour prendre du recul. Chaque semaine, Jenna Castelbon résume l'actualité sans bruit. Je vais vous demander de me dire après ce que vous en pensez de l'actualité sans bruit. No noise. Voici l'actualité en silence. OK. Taisez-vous. Hey.
C'était l'actualité en silence de la semaine. Ça vous dirait un film muet? J'ai fait mes premiers films, c'était tous des films muets, parce que je ne pouvais pas me faire des bandes son. Donc mes premiers films étaient des films muets en fait. Mais les images qu'on voit là sont remarquables parce qu'il y a une certaine sérénité, mais en même temps une certaine tristesse, et des choses qu'on ne voit pas tous les jours, et puis des choses que l'on voit, qu'on voit souvent trop. Et c'était plein d'émotions et tout ce montage avait quelque chose de très, à la fois chaotique, mais serein. C'était un mélange de tout cela. Un mélange de tout cela. J'aurais pu voir une demi-heure de ça encore. On le fait toutes les semaines. C'est les silences. Merci beaucoup, Steven Spielberg, d'être venu sur le plateau de Quotidien. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Ça s'appelle Pentagon Papers et ça sort donc le 24 janvier. C'est avec Meryl Streep et Tom Hanks. Thank you very much, Steven Spielberg. À lundi, très bon week-end.